As-tu déjà remarqué pourquoi certaines personnes semblent invincibles alors que d'autres se brisent à un seul mot, un échec ou un regard froid? Carl Jung croyait que la raison n'est pas qu'elles sont plus fortes, mais qu'elles se comprennent mieux. Alors que la plupart des gens passent leur vie à éviter les coins sombres en eux, les individus vraiment forts y entrent sans peur, sans jugement, seulement avec un désir: se comprendre. Carl Jung a un jour dit que nos vies sont guidées par l'inconscient et que tant que nous ne l'illuminons pas, nous appellerons nos tragédies destin. Mais le destin n'est pas une chaîne contraignante, c'est un miroir reflétant ce que nous n'avons pas encore osé affronter. Chaque éclat de colère, chaque blessure est un appel, une invitation à entrer dans le monde intérieur, où toute la vraie puissance humaine est stockée, pour construire un esprit si fort que les autres doivent marcher sur des œufs autour de lui. Tu n'as pas besoin d'apparaître froid ou indifférent, tu as besoin de devenir éveillé, assez profond pour te comprendre, assez calme pour ne pas être ébranlé. Quand tu touches ce pouvoir, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, parce que ta présence elle-même est une déclaration. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Comment construire un esprit si fort qu'il instille la peur chez les autres? Un esprit qui ne vacille pas devant les louanges, ne s'effondre pas devant la blessure, ne se perd pas au milieu des tempêtes du monde. Parce que quand tu comprends la vraie origine de la force intérieure, tu réaliseras que personne ne peut te blesser, sauf si tu lui accordes ce pouvoir. Tu n'as pas besoin de te battre contre quiconque. Tu as seulement besoin de t'éveiller. Comme d'habitude, j'ai un petit défi pour toi. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es vraiment sérieux sur ton voyage de développement personnel, laisse un commentaire. J'accepte le défi. Ou plus brièvement, accepte défi, pour commencer avec la première partie de la vidéo d'aujourd'hui. Partie 1. Reconnaître l'ombre. Partie 1. Reconnaître l'ombre. Il y a une partie de toi que tu essaies toujours d'éviter. La partie qui te fait honte, qui te met en colère, qui te fait te sentir pas assez bon. Tu la réprimes, fais semblant qu'elle n'existe pas, et endosse le masque de la positivité, de la force ou de la gentillesse. Mais le paradoxe est que cette partie même que tu fuis détient ton vrai pouvoir. Carl Jung l'appelait l'ombre. Jung a un jour dit: « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » L'ombre n'est pas quelque chose de mal. C'est simplement la portion rejetée de l'âme. Tout ce que tu ne veux pas reconnaître en toi-même. L'envie, la colère, la peur, le besoin de contrôle, le désir de reconnaissance, ou même la faiblesse que tu nies. Chaque fois que tu dis « ce n'est pas moi », tu pousses un autre fragment de toi-même dans l'obscurité. Mais il reste là, murmurant à travers des réactions émotionnelles, des mots impulsifs et des choix inconscients. Et si tu ne le regardes pas droit dans les yeux, il te contrôlera comme une marionnette qui se croit libre. Pause ici un moment. Ne passe pas vite. Ferme les yeux quelques secondes et rappelle-toi la dernière fois où tu t'es mis en colère, où tu t'es senti petit, ou où tu as ressenti de l'envie. Essaye de te demander: quelle partie de moi parle à travers cette émotion? Si tu es assez courageux pour ne pas éluder cette question, tu viens de faire le premier pas sur le chemin pour te voir toi-même. Donc reconnaître l'ombre n'est pas un processus agréable. C'est comme regarder dans un miroir et voir non seulement ton visage familier, mais aussi les parties déformées, les fissures, les formes que tu as autrefois niées. Mais c'est précisément là, dans cette honnêteté brute, que le pouvoir naît parce que tu ne peux pas maîtriser ce que tu n'oses pas affronter. Imagine marcher dans une forêt et entendre un bruit étrange. Tu le crains parce que tu ne sais pas ce que c'est. Mais quand tu oses lever une lumière et l'éclairer, tu réalises que c'est juste le vent dans les branches. Ton ombre intérieure est la même. Quand tu ne l'as pas vue, elle te fait trembler. Quand tu oses regarder, elle perd son pouvoir. Reconnaître l'ombre est le premier pas pour reprendre le contrôle de ton propre esprit. Quelqu'un pourrait demander: mais pourquoi toucher cette partie sombre? Pourquoi ne pas se concentrer seulement sur le positif? Parce que la lumière n'a pas de sens si tu n'as jamais connu ce qu'est l'obscurité. La fausse positivité n'est qu'une autre façon d'éluder la réalité. Les personnes vraiment fortes ne sont pas celles qui sont toujours joyeuses, mais celles qui osent toucher la douleur et apprendre à écouter le message caché en elles. L'obscurité ne vient pas pour te détruire. Elle vient pour te montrer ce qui reste non guéri. Par exemple, quand tu te sens blessé parce que quelqu'un t'abandonne, la vraie douleur ne réside pas dans son action, mais dans ta peur de l'abandon depuis longtemps.
peut être de l'enfance quand tu n'étais pas vraiment entendu. L'ombre stocke ses souvenirs, et chaque fois qu'une situation similaire surgit, elle se réveille pour te rappeler que la blessure est encore là. Si tu l'éludes, elle se répétera sans fin. Si tu la regardes droit dans les yeux, elle se dissoudra progressivement. En psychologie jungienne, le voyage pour affronter l'ombre n'est pas une bataille pour éradiquer la partie sombre, mais un voyage d'intégration pour laisser lumière et obscurité coexister en équilibre. Parce que sans obscurité, tu ne peux pas avoir de profondeur. Une personne qui ne connaît que la lumière devient superficielle et fragile parce qu'elle ne comprend pas la vraie nature de l'humanité. Mais celle qui a affronté l'ombre devient sereine, profonde et inébranlable parce qu'elle n'a plus peur d'elle-même. Jung croyait que chaque personne a le potentiel de devenir entière quand elle unifie les deux côtés d'elle-même. Une telle personne n'est pas facilement provoquée, pas facilement manipulée parce qu'elle sait qui elle est et qui elle peut devenir. Elle voit la colère mais ne la laisse pas dominer. Elle ressent la peur mais ne la laisse pas arrêter ses pas. Elle n'essaie pas de devenir meilleure que les autres, mais seulement de devenir plus vraie envers elle-même. Regarde les personnes que tu as autrefois considérées fortes. Elles ne sont peu. Être pas du type qui sourit toujours ou affiche une positivité constante, mais tu sens en elles une immobilité admirable, comme si elles avaient traversé des régions sombres que tu n'as pas encore osé toucher. Elles n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, parce qu'elles savent que la vraie force ne réside pas dans la défaite des autres, mais dans la maîtrise des démons intérieurs. C'est pourquoi Jung appelait reconnaître et se réconcilier avec l'ombre le premier pas de l'éveil. Tu ne peux pas construire un esprit fort si ta fondation est la peur, et tu ne peux pas devenir inébranlable si tu fuis encore la partie sombre de toi-même. La vraie force ne vient pas de l'accumulation de connaissances ou de discipline, mais du courage d'affronter ce que tu ne veux pas voir. Quand tu commences à regarder l'ombre, tu trouveras qu'elle n'est pas seulement effrayante, mais pleine de vitalité. En elle résident les parties que tu as autrefois négligées. Passion, instinct créatif, courage primal, intuition puissante. Tout ce qui était autrefois réprimé attend maintenant d'être libéré. Reconnaître l'ombre n'est pas juste affronter la peur, mais déverrouiller le plus grand potentiel en toi. Et puis un jour, quand quelqu'un essaie de te blesser, quand le monde te lance critique, jugement ou mépris, tu souriras, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu sais exactement quelle partie de toi parle dans ton esprit. La partie blessée, la partie effrayée ou la partie guérie. Quand tu sais cela, personne ne peut plus manipuler tes émotions. Partie 2. Surmonter l'archétype de la victime. Partie 2. Surmonter l'archétype de la victime. Quand tu réalises que les peurs, les colères et les faiblesses en toi ne sont pas des ennemis, mais des miroirs reflétant la nature humaine, une autre vérité émergera progressivement. Tu réalises que beaucoup de la douleur que tu as endurée ne vient pas des circonstances, mais du rôle que tu choisis inconsciemment pour toi-même. C'est le rôle de la victime. Jung appelait cela un archétype, un motif psychologique profond existant dans l'inconscient collectif. Et la victime est l'un des archétypes les plus puissants qui gouvernent la vie humaine. L'archétype de la victime est subtil parce qu'il se drape dans le manteau de la légitimité. Il te fait croire que tu es simplement la partie blessée, que tout ce qui arrive est la faute de quelqu'un d'autre. Mais derrière cela se trouve une vérité froide. Quand tu te jettes dans le rôle de la victime, tu te dépouilles aussi du pouvoir de maîtriser ta propre vie. Jung croyait que beaucoup de la douleur que nous endurons ne vient pas des circonstances, mais du rôle que nous choisissons inconsciemment pour nous-mêmes. C'est le rôle de la victime. Et pour échapper à l'emprise de l'archétype, tu dois devenir conscient d'être saisi par lui. Parce que personne n'est vraiment une victime pour toujours, seulement quelqu'un qui n'a pas encore réalisé qu'il pouvait se lever. En psychologie analytique, Jung croyait que chaque archétype a deux faces, la lumière et l'obscurité. L'archétype de la victime dans sa face lumière nous aide à reconnaître la douleur, à empathiser et à éveiller la compassion. Mais dans sa face obscurité, il nous transforme en dépendance à notre propre souffrance. Nous commençons à vivre à travers le trauma, cherchant l'attention, la pitié ou la validation des autres pour combler le vide intérieur. Cela nous fait confondre la souffrance avec la preuve d'existence. Et c'est quand l'ombre de la victime dévore notre vrai soi. Tu peux voir cela chez ceux qui ont été trahis et qui portent ensuite une croyance profonde que tout le monde me quittera. Ils construisent des murs pour se protéger, mais s'emprisonnent inconsciemment dans l'isolement. Ou chez ceux qui ont échoué une fois
et n'osent plus jamais essayer, parce qu'ils croient que la vie n'est pas pour moi. Ils pensent se défendre, mais en réalité protègent leur propre cage, et cette cage n'est pas construite en acier, mais en croyances déformées sur soi-même. Carl Jung appelait cela l'identification à l'archétype, quand une personne ne sait plus où finit le soi et où commence le rôle. Tu n'es plus celui qui vit la douleur, tu deviens la douleur elle-même, et quand cela arrive, tu perds la capacité de transformer. Jung croyait que la condition préalable pour échapper à l'emprise de l'archétype est de devenir conscient d'être saisi par lui. Parce que seulement quand tu reconnais « je joue la victime », tu peux commencer à réécrire le script. Par exemple, une amie à moi qui travaille dans une entreprise de publicité se plaignait toujours à moi qu'elle sentait que son patron favorisait les autres. Chaque fois que quelqu'un d'autre obtenait un grand projet, elle se mettait en colère et pensait « il ne me valorise jamais ». Mais un jour, au lieu de continuer à se plaindre, elle a fait une pause et s'est demandé « pourquoi est-ce que je n'obtiens pas de grands projets? Quelle partie puis-je faire différemment ?» Elle a commencé à proposer des idées de manière proactive, à chercher des retours et à prendre la responsabilité de son travail. La façon dont elle est sortie du rôle abandonné a changé tout. Le sentiment d'impuissance a disparu quand elle a réalisé que le vrai pouvoir commence par arrêter le blâme et choisir l'action. Donc la réponse à la question « Comment briser libre ?» ne sera pas en niant la douleur ou en te forçant à être plus fort, mais en dialoguant avec les émotions. Essaie de regarder droit la voix dans ta tête chaque fois que tu penses négativement. Demande-lui qui parle comme cela. Tu réaliseras que ce n'est pas toi. C'est l'enfant intérieur en toi autrefois abandonné, autrefois non entendu, croyant que seulement par la souffrance, il recevrait l'attention des autres. Et quand tu commences à écouter cet enfant avec empathie au lieu de jugement, il n'aura plus besoin de crier. À ce moment, l'archétype de la victime se dissout, faisant place à une nouvelle énergie, l'énergie du créateur. Le créateur ne demande pas « Pourquoi cela m'arrive, t'es-il » Il demande « Quelle partie puis-je apprendre de cela ?» Le moment même où tu passes de la première question à la seconde, tu as quitté le rôle de la victime et entré dans le voyage de la maîtrise. Par exemple, certains ont enduré la pauvreté, les abus ou la perte, mais ils ne laissent pas ce passé les définir. Ils le transforment en motivation pour aider les autres, pour écrire une nouvelle histoire. Ils ne nient pas la douleur, ils la transmutent en force. Jung appellerait cela le processus alchimique de l'âme, où le plomb de la souffrance est transformé en or de la sagesse. Mais souviens-toi, surmonter l'archétype de la victime ne signifie pas devenir insensible. Les personnes vraiment fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui savent se lever et comprennent pourquoi elles sont tombées. Elles ressentent encore la douleur, mais elles ne sont pas définies par elle. Elles connaissent encore la douleur, mais elles choisissent des réponses conscientes. C'est la différence entre le réflexe et la liberté. Du point de vue jungien, chaque fois que tu refuses le rôle de la victime, tu te rapproches du soi, le centre de la psyché, où tous les archétypes s'harmonisent en équilibre. Là, tu n'es plus façonné par les circonstances, mais celui qui les façonne. Tu n'as plus besoin d'un sauveur parce que tu comprends que tu es celui qui te sauve toi-même. Essaie d'imaginer si à partir de demain tu arrêtes de dire « je ne peux pas » et le remplaces par « je choisis de ne pas faire cela en ce moment ». La seconde déclaration porte le même contenu, mais détient le pouvoir parce qu'elle reconnaît que tu as le droit de choisir et que ce droit de choisir est le premier pas de la liberté intérieure. Toute liberté commence par cette réalisation. Je ne suis plus une victime. Et alors tu réalises que personne ne t'a jamais vraiment blessé. Il a seulement touché les blessures que tu n'as pas encore guéries. Personne ne t'a jamais pris ton pouvoir. Tu as seulement autrefois oublié qu'il t'appartient. Quand tu te souviens de cela, quand tu arrêtes de jouer la victime et reviens à être le créateur de ta propre vie, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. La tranquillité en toi est déjà la preuve d'une force que personne ne peut ébranler. Partie 3. Accéder à l'inconscient collectif. Partie 3. Accéder à l'inconscient collectif. C'est la porte menant à une couche plus profonde de l'esprit, où non seulement tu es présent, là tu réalises que beaucoup de la douleur que tu as endurée ne vient pas des circonstances, mais du rôle que tu choisis inconsciemment pour toi-même. Là tu réalises que beaucoup de ton inconscient collectif est ce qui te connecte à toute l'humanité, peu importe le siècle ou la culture dans laquelle tu vis. Cela explique pourquoi un enfant n'importe où craint la nuit, aspire à être aimé, imagine des héros
des mers et la mort. Ces images ne viennent pas du monde extérieur, ce sont le langage ancien de l'âme, l'héritage spirituel que tu portes en toi. Mais l'étrange chose est que la plupart d'entre nous vivent toute leur vie sans jamais toucher cette couche profonde. Nous sommes coincés à la surface où la raison, la logique et l'ego règnent. Nous pensons que nous choisissons, mais en vérité, l'inconscient collectif murmure derrière chaque action, chaque émotion, chaque rêve. Tu penses aimer quelqu'un parce qu'il convient, mais au fond, tu peux être guidé par l'archétype de l'anima ou de l'animus, l'image inconsciente de la féminine idéale ou masculine en toi. Tu penses vouloir le succès pour affirmer ta valeur, mais en réalité, tu vis l'archétype du héros, battant ton propre dragon pour trouver le trésor, que Jung croyait symboliser la réalisation de soi. Comprendre cela est un tournant, parce que quand tu commences à voir les archétypes opérer en toi, tu n'es plus leur marionnette. Tu commences à choisir comment les exprimer consciemment. Par exemple, l'archétype de la mère pourrait te pousser à te sacrifier à l'épuisement pour les autres. Mais quand tu le reconnais, tu peux transformer cette énergie de sacrifice aveugle en compassion, de contrôle en soin attentif, ou l'archétype du guerrier. S'il est inconscient, il te rend agressif, déterminé à la victoire à tout prix. Mais quand tu le maîtrises, il devient la force pour protéger les limites, pour défendre ce qui est juste sans être régi par la haine. En chaque personne existent des dizaines d'archétypes tels: l'enseignant, le guérisseur, le traître, le vagabond, le roi, le guerrier, le créateur. Ils viennent et partent, changeant avec le temps et les circonstances. Le problème n'est pas de les éliminer, mais d'apprendre à appeler le bon quand c'est nécessaire. Comme un directeur habile, tu ne laisses pas un seul acteur dominer la scène. Tu sais quand laisser apparaître le guerrier, quand le guérisseur doit parler, quand le sage doit diriger. Un esprit fort n'essaie pas de contrôler tout, mais un qui sait travailler avec l'inconscient plutôt que d'être contrôlé par lui. Un exemple intrigant: dans les moments où tu te sens perdu, incertain de qui tu es ou de ce pourquoi tu vis, ce n'est pas un signe d'échec, mais un appel de l'inconscient collectif. Comme les héros dans les mythes, tu entres dans ta propre nuit noire de l'âme, où tu dois quitter les confins sûrs de l'ego pour trouver ton vrai soi. À ce niveau profond, tu rencontreras des symboles étranges dans les rêves. Une forêt, une vieille maison, un guide, un serpent, un ruisseau. Ne les rejette pas. Jung croyait que chaque symbole de rêve est un message de l'inconscient, une carte guidant le voyage de l'éveil. Et si en ce moment une image, un rêve ou un souvenir vient de surgir, ne l'ignore pas. Écris-le ou partage-le dans les commentaires comme un petit fragment de l'océan partagé que nous explorons ensemble. Parce que parfois ce que tu partages n'est pas juste le tien, mais le murmure de l'inconscient collectif, cherchant à être vu à travers ton histoire même. Quand tu apprends à écouter ce langage symbolique à travers les rêves, l'intuition et les étranges synchronicités, tu commences à déverrouiller le trésor intérieur. Tu ne vis plus seulement par la raison, mais par la sagesse ancienne de l'âme collective. Tu réalises que tu n'es pas seul, car chaque histoire que tu vis a été racontée par l'humanité pendant des milliers d'années. Tu es simplement en train de les réécrire à ta manière. Au milieu du tumulte du monde, quand tu atteins cela, tu touches un pouvoir que la logique ne peut pas expliquer. Une intelligence au-delà de l'individu. Jung l'appelait guidance intérieure. Quand tu te connectes à cette couche profonde, tes décisions ne viennent plus de la peur ou de l'ambition, mais d'un savoir profond, comme si ton âme connaissait déjà le chemin. Essaie d'imaginer que tu es une goutte d'eau dans l'océan. Quand tu te vois seulement comme une petite goutte, tu te sens faible, isolé et effrayé. Mais quand tu réalises que tu appartiens à l'océan, que le courant en toi est le courant de la vaste mer, tu n'as plus peur. C'est l'expérience de toucher l'inconscient collectif. Union avec la source spirituelle de l'humanité. Quand tu vis de cette profondeur, tu ne réagis plus comme un petit individu. Tu agis comme partie de quelque chose de plus grand. Et c'est quand ton esprit devient aussi inébranlable qu'une montagne. Personne ne peut te secouer, parce que tu es la cristallisation de quelque chose de plus grand, la voix de l'inconscient collectif rendue consciente. Partie 4. Le voyage d'individuation. Le sommet de la force intérieure. Partie 4. Le voyage d'individuation. Le sommet de la force intérieure. Ici, tu entres dans l'étape la plus profonde et la plus sacrée du voyage spirituel que Carl Jung appelait individuation.
Si accéder à l'inconscient collectif te connecte à la sagesse partagée de l'humanité, alors le voyage d'individuation est la destination où toutes ces parties fusionnent en une seule. L'individuation n'est pas devenir la meilleure version de toi-même, comme prêche le monde moderne. C'est le voyage de retour à qui tu es vraiment, entier, unifié et authentique. Jung croyait que beaucoup de notre souffrance vient de la poursuite de l'ego, à devenir ce que le monde attend. Nous construisons l'ego comme un masque pour survivre, graduellement perdant l'appel de l'intérieur, l'appel du soi, le vrai soi. Le soi n'est pas un ego plus grand, mais le centre vrai de toute la personne, où lumière et ombre, conscient et inconscient, individuel et collectif, s'harmonisent en un tout unifié. C'est l'endroit où tu n'es plus déchiré entre je devrais et je veux, entre bien et mal, entre ce qu'il pense et qui je suis. Quand tu touches cet état, tu n'as plus besoin de jouer aucun rôle, tu deviens ton âme elle-même. Mais ce voyage n'est pas facile. Pour monter, tu dois lâcher prise. Lâcher les rôles qui t'ont autrefois sauvé de la douleur, mais qui maintenant t'emprisonnent. Lâcher les illusions sur qui tu penses devoir devenir. Le processus d'individuation n'est pas accumulation, mais dépouillement. Pas à pas, tu enlèves les couches qui ne sont pas les tiennes, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essence originale, pure et la plus authentique. Celui sur le chemin de l'individuation passe souvent par des phases de crise. À ces moments, tu réalises que beaucoup du succès, de la gloire ou de l'image de soi que tu poursuivais autrefois ne suffit plus à définir le sens de la vie. Tu commences à chercher quelque chose de plus profond, la plénitude. Et c'est précisément là que le voyage d'individuation commence. Essaie de regarder en arrière ta vie. Combien de fois as-tu fait quelque chose juste parce que tu devais, ou tout le monde le fait? Combien de fois as-tu senti que tu vivais sans vraiment vivre, simplement en jouant un script préécrit? Jung croyait que ces moments d'agitation ne sont pas des échecs, mais l'appel de l'âme. L'âme ne crie pas, elle murmure. Ce n'est pas moi. Et quand tu es assez courageux pour écouter, tu commences à revenir à ton vrai chemin, le chemin de l'individuation. Sur ce voyage, tu vas redécouvrir des parties de toi-même que tu as autrefois négligées. Peut être la créativité étouffée par la peur de l'échec. Peut être la passion éteinte par les pressions de la vie pratique ou l'intuition profonde niée par la raison. Chaque fois que tu oses écouter et les rappeler, tu intègres graduellement toi-même. Et le miracle est que plus tu deviens original, plus tu te sens profondément connecté au monde. Parce que seulement quand tu es vraiment toi-même, peux-tu vraiment voir les autres. Dans l'inconscient collectif, Jung observait que chaque culture raconte ce voyage. Le départ du héros de la maison, la confrontation avec les monstres et le retour avec le trésor. Mais Jung soulignait que le trésor n'est pas dehors, il est dans le héros. Le monstre que tu dois affronter n'est pas un vrai ennemi, mais la peur, le doute et les vieux schémas dans ton propre esprit. Et quand tu les conquiers, la récompense n'est pas la gloire, mais l'éveil. Pense à l'artiste qui trouve son style unique après des années à copier les autres, ou celui qui s'effondre en crise, puis se relève pour vivre une vie entièrement différente, non pour quiconque d'autre, mais parce que cela sent que c'est moi. C'est la manifestation de l'individuation. Pas tout le monde le reconnaît, mais chaque fois que tu fais quelque chose vraiment aligné avec ton âme, tu te rapproches de ce sommet. L'individuation ne te rend pas parfait, elle te rend réel. Tu as encore des faiblesses, encore de l'ombre, mais tu n'en as plus peur. Tu comprends que l'ombre n'est pas opposée à la lumière. C'est la partie indispensable qui donne du sens à la lumière. Quand tu acceptes les deux, tu atteins la plénitude, l'état le plus élevé de la psyché humaine. Et quand tu vis de cet endroit, tout change. Tu n'es plus motivé par la peur de la perte, le besoin d'acceptation ou le désir de te prouver. Tu n'as pas besoin d'affirmer ta valeur, car tu es valeur. Tu n'as pas besoin de chasser la lumière, car tu es la source. Jung croyait que celui qui atteint cela possède une paix inébranlable. Une paix qui inspire l'admiration et la prudence chez les autres, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment tu restes si inébranlable dans un monde chaotique. C'est le sommet de la force intérieure. Quand tu n'as plus besoin de cacher, contrôler ou prouver, tu es simplement. Et dans cet état d'être, tu deviens fort naturellement, comme une montagne qui n'a pas besoin de rugir pour proclamer sa hauteur. Et quand tu arrives à ce point, quand tu unifies toutes les parties de toi-même en un tout cohérent, tu ne construis pas simplement un esprit fort, tu construis un esprit éveillé.
Et c'est précisément le sommet de la force intérieure, la force de celui qui a traversé l'ombre, transcendé l'ego, touché l'âme, et revient comme un être inébranlable. Si ce que tu viens d'entendre calme ton esprit, comme si quelque chose en toi est appelé par son nom, tiens ce moment avec un like ou un abonnement, une promesse silencieuse à ta propre âme, que tu continueras le chemin de retour à ton vrai soi. Ce voyage n'est pas pour l'intellect, mais pour ceux assez courageux pour écouter la voix la plus profonde dans leur cœur. Et c'est ici que nous entrons dans la partie la plus essentielle, entraîner l'esprit. Comment vivre avec un esprit fort, clair et profond. Partie 5. Pratiquer l'entraînement de l'esprit. Partie 5. Pratiquer l'entraînement de l'esprit. Jung a un jour dit « Aucun arbre, dit-on, ne peut grandir jusqu'au ciel, à moins que ses racines ne descendent jusqu'en enfer. Et entraîner l'esprit est le processus de laisser tes racines s'enfoncer profondément dans la réalité, où il y a douleur, friction et limitation, pour que tes branches puissent atteindre les hauteurs de la conscience. Il n'y a pas de raccourci, pas de secret magique, seulement une pratique persistante, inébranlable, et une veille quotidienne. Le premier pas dans l'entraînement de l'esprit est de t'observer sans jugement. C'est la fondation de tout développement intérieur, et c'est ce que la plupart d'entre nous échouent à faire, parce que quand une émotion négative surgit, colère, peur ou envie, notre réflexe naturel est de la résister ou de fuir. Mais Jung dirait « N'essaie pas de bannir l'ombre, regarde-la. Chaque fois que tu observes la colère sans te précipiter pour conclure « je suis mauvais » ou « je suis faible », tu permets à ton esprit de voir l'image complète. Ce regard non teinté par le jugement est ce qui fait dissoudre l'ombre d'elle-même. Une pratique simple mais profonde est la journalisation consciente pour capturer le flux intérieur. Chaque fois qu'une forte émotion surgit, pose et écrit « Je ressens parce que » et continue jusqu'à ce que tu touches la couche la plus profonde de la cause. En faisant cela, tu amènes l'inconscient à la lumière. Jung voyait cela comme un acte de guérison, car le langage est le pont entre l'inconscient et le conscient. Le deuxième pas est de pratiquer le silence. Pas le calme extérieur, mais l'immobilité intérieure, où tu cesses d'essayer de contrôler tout. Cesse de réagir et sois simplement présent. Tu ne peux pas construire un esprit fort dans un monde bruyant. Si tu ne sais pas comment revenir à ton propre calme, cela peut être par la méditation, la marche dans la nature, ou simplement t'asseoir en silence quelques minutes chaque jour pour regarder les pensées passer sans t'y accrocher. C'est quand tu apprends que tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Le moment où tu réalises cela, tu te détaches de l'identification à l'ego et ton esprit commence à trouver la liberté. Ensuite est l'entraînement de la capacité à endurer l'adversité. Un esprit faible se brise avant la souffrance, tandis qu'un esprit fort voit la souffrance comme un matériau pour la croissance. Jung travaillait avec beaucoup de patients qui enduraient des traumas psychologiques et il réalisait que ce ne sont pas ceux qui souffrent moins, qui vivent mieux, mais ceux qui transforment la souffrance en sens. Chaque fois que tu affrontes un défi, demande quelle partie de moi est appelée à grandir à travers cette expérience. Quand tu arrêtes de voir l'adversité comme un ennemi et commences à la voir comme un enseignant, ton esprit passe à un autre niveau où chaque difficulté devient une opportunité d'évolution. Une autre méthode que Jung soulignait particulièrement est l'imagination active. Ce n'est pas du rêverie, mais dialoguer délibérément avec les images, symboles ou figures qui surgissent dans l'esprit. Par exemple, si tu rêves d'un loup qui te poursuit, au lieu de le craindre, tu pourrais t'asseoir, fermer les yeux et rencontrer à nouveau ce loup en imagination, en lui demandant « Qui es-tu ? Que veux-tu me dire ?» Tu pourrais être surpris par la réponse de l'intérieur. Jung croyait que c'est le langage de l'inconscient qui communique avec toi. Quand tu apprends à écouter, tu n'es plus régi par lui. Pour soutenir la stabilité intérieure, Jung conseillait aussi de construire un petit rituel pour l'âme. Il n'a pas besoin d'être religieux ou élaboré, juste un acte quotidien qui te rappelle de te connecter à ton soi le plus profond. Écrire quelques lignes de réflexion matinale, allumer une bougie, marcher en silence ou simplement t'asseoir devant un miroir et demander « De quoi mon âme a-t-elle besoin aujourd'hui ?» Quand ces actes deviennent rituels, ils forment des ancres de conscience, des endroits où tu reviens quand le monde penche. Un autre aspect important de l'entraînement de l'esprit est d'apprendre à tolérer l'ambiguïté. Les humains modernes veulent toujours tout clair,
logique et répondu. Mais Jung disait que l'ambiguïté est la nature de l'âme. Un esprit fort ne sait pas tout, mais un qui peut tenir ferme dans l'inconnu sans paniquer. Quand tu apprends à vivre avec des questions plutôt que de te précipiter pour des réponses, tu cultives une qualité profonde. La humilité de celui qui comprend que l'âme est toujours plus vaste que la raison. Et enfin, une pratique que peu mentionnent, la compassion consciente, non seulement pour les autres, mais pour toi-même. Car dans le processus d'entraînement, il y aura des jours de faiblesse, des moments où les vieux schémas de l'ego reviennent, des erreurs qui semblent te tirer en arrière. Mais Jung te rappellerait, personne ne peut atteindre la lumière sans traverser sa propre ombre. La compassion n'est pas de l'indulgence, mais la capacité de te voir avec des yeux compréhensifs. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train de grandir. Cette douceur est ce qui te permet d'aller au bout sans te briser. Entraîner l'esprit dans l'esprit de Jung n'est pas devenir absolument contrôlé ou impassible à tout. C'est le processus d'apprendre à vivre avec tous les états d'être. Haut et bas, lumière et obscurité, fort et faible, tout en tenant le centre intérieur. C'est le but ultime de l'entraînement de l'esprit. Pas pour te rendre invincible, mais pour te laisser vivre vraiment à chaque moment, avec un être éveillé, courageux et immanipulable. Et c'est quand tu touches cet état que le monde peut vaciller. Mais toi, tu ne le feras pas, car tu es devenu l'âme même que Jung décrivait, celui qui sait tenir ferme dans l'obscurité sans perdre sa lumière. Conclusion. À partir d'ici, le choix ne réside pas dans ce que tu sais, mais dans comment tu vis avec ce que tu sais. La force que tu cherches n'est pas à la fin d'un autre chemin. Elle attend dans chaque petite décision. La façon dont tu regardes quelqu'un avec des yeux non gardés. La façon dont tu te tiens droit quand ton cœur tremble encore. La façon dont tu gardes ta parole à toi-même quand personne ne regarde. Quand tu oses prendre la responsabilité de la voix intérieure, honorer des limites silencieuses et rester loyal à ce qui est juste, même à un coup, tu transformes ta vie en preuve vivante plutôt qu'en présentation sur la force. À partir de ce moment, vois chaque jour comme un petit vœu. Choisis la vérité plutôt que la sécurité, l'éveil plutôt que la commodité, la présence plutôt que l'évasion. Puis un jour, tu réaliseras que tu n'as plus besoin de chercher. Chaque petit choix que tu honores aujourd'hui est la forme même de cette force.